Les impôts. Les impôts vus par les vieux. Bon, on a un peu de bouteille, on en a vu, hein, des gouvernements passés. Et là, bon, je peux vous dire que, avec du recul, l'État aime bien les impôts. C'est un leitmotiv, toujours plus d'impôts. Donc, il y a un principe au niveau de l'État qui est assez simple à comprendre, c'est j'ai une nouvelle idée, donc une nouvelle dépense, donc un nouvel impôt. Voilà. Alors, dans un couple, ça se passe un peu différemment, mais bon, l'État ne veut pas faire comme ça. Dans un couple, on dit tiens, pour l'année prochaine, on irait bien en voyage à Tahiti, on changerait bien de voiture, on installerait bien une pompe à chaleur, on regarde les comptes, on regarde les revenus, on regarde l'ensemble de nos dépenses, et puis bah, on gère, quoi. On dépense un peu moins d'un côté, un peu plus de l'autre, on priorise, etc. L'État, non, pas du tout comme ça. Alors, c'est un peu, l'État se comporte comme si, en fait, les couples là, dont je viens de parler disaient, bah ok, donc on va essayer de faire tout ça l'année prochaine, mais je vais demander à mon patron s'il ne peut pas nous aider. Alors on va voir le patron, salut chef, bonjour, voilà, avec mon épouse, on aimerait partir à Tahiti l'année prochaine, et on se disait que vous pourriez peut-être me donner une prime de 10 000 euros. Ça paierait les frais du voyage et du séjour sur place, ça serait sympa. Et évidemment le chef il dit, bah évidemment, d'accord, c'est bon, oh, merci. Je voulais vous dire aussi, bah, alors voilà, on a bien réfléchi aussi, on aimerait se payer une nouvelle voiture électrique et puis un nouveau chauffage. Oui, alors par contre, il nous faudrait une augmentation, enfin il me faudrait une augmentation substantielle, hein, une belle augmentation de salaire. C'est d'accord? Waouh, super, merci chef. Voilà. Et avec tout ça, évidemment, on peut partir à Tahiti, on peut changer de voiture, on peut changer de chaudière. Bon. L'État fait comme ça, en fait, disons. Alors, alors, ça marche de pair avec les ministres. Donc, un ministre a une idée, comme je le disais, égale une dépense égale un impôt. Voilà, bon. Alors évidemment, bon, je reviens là-dessus, hein, le nouveau ministre, quand il arrive, il dit j'ai besoin de moyens, nouvelle équipe, nouvelles dépenses, nouvel impôt, la boucle est bouclée. Alors il ne faut pas croire que ça soit uniquement du gouvernement et de l'État, hein, que les choses se passent ainsi, hein. Dans les régions c'est pareil. Donc on a fait plein de regroupements en se disant voilà, on va consolider les coûts, on va partager les équipes, on aura moins de structures dans les régions, etc. Alors il s'est passé complètement le contraire, hein, évidemment. Quand on a créé les régions, eh ben on a créé les hôtels de région, les présidents de région, avec les équipes, avec les budgets qui vont avec, les affectations, etc. Bon. Donc une strate régionale, et puis après on a maintenu la strate départementale, bon, qui supervise les communautés urbaines avec ses équipes. Il y a les intercommunalités. Vous savez, le partage d'actions, de services par plusieurs communes, le regroupement de communes. Voilà. Bon, ça a fait une couche supplémentaire, hein, parce qu'on a gardé quand même les mairies et leurs équipes. Voilà. Donc on a fait un petit millefeuille. Voilà. Entre 2010 et 2025, on a globalement eu un très très fort recrutement de nouveaux agents territoriaux, collectivités locales, etc. Bon. 35 000 maires, 35 000 budgets. Voilà. Alors les gentils maires, voilà, ils disent oui, comprenez, c'est nous qui sommes au plus près de la réalité quotidienne de nos administrés. Laissez-nous faire, laissez-nous gérer nos dépenses et nos financements.
Alors quand il dit ça, évidemment, c'est ils ont envie de dire vous nous élisez sur un programme et puis nous après on va aller chercher l'argent. Voilà. Alors bon, ils en ont pour 6 ans. Pendant 6 ans, évidemment, s'ils recherchent de nouveaux financements, ils vont nous taper dessus à coup d'impôt, hein, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Alors quand ça change de maire, c'est pareil. Hein. Un nouveau maire, une nouvelle idée, une nouvelle dépense, un nouvel impôt. Alors pour exemple, hein, quand on a laissé au maire la possibilité de taxer les résidences secondaires, pour la taxe d'habitation qui existe toujours pour les résidences secondaires, on leur a dit qu'ils avaient la possibilité d'augmenter de 30 ou de 60% dans les zones dites en tension. Alors bon, aujourd'hui, énormément de zones sont en tension, et donc ils ont dit bah ok, très bien, plus 60%. Oh, ça mange pas de pain, hein, je veux dire. Parce que ceux qui ont des résidences secondaires, ce sont des salauderies. Ah, salaud! Allez, plus 60. Bon. Pour les autres, on a augmenté les impôts fonciers, hein, donc ça c'est bien. Les impôts fonciers ont augmenté de 30 à 50%, hein, donc sur 10 ans. Alors ça dépend des territoires évidemment et des villes. Il y a des fois ça a pu atteindre 75 ou 100%. Voilà. Bon. Donc est-ce qu'il faut faire confiance aux locaux? Pas sûr. Pas sûr. On aurait pu imaginer qu'avec l'informatisation, le développement des demandes en ligne, l'automatisation de certaines procédures, l'introduction de l'intelligence artificielle, nous aurions besoin de moins d'agents publics. J'ai dit agents publics, hein, j'ai pas dit argent public. Eh ben, nous, on n'a rien vu de tout ça. Les gens ont été affectés à de nouvelles tâches. Super. Donc, pas d'économie. Bon. Alors l'État nous prend un peu pour des imbéciles, hein, évidemment, puisqu'il dit, regardez, non, les fonctionnaires, ça bouge pas trop, on a 4 millions de fonctionnaires, c'est relativement stable, voilà. Alors il faut dire que l'État, pour ne pas être pris les doigts dans le pot de confiture, a créé les postes de contractuels de la fonction publique. Voilà. Ils sont 1,4 million maintenant, hein, quand même, hein, pour 4 millions de fonctionnaires. Ni vu ni connu. Voilà. Quand tu recrutes pas des fonctionnaires, tu recrutes des contractuels de la fonction publique. Ah ouais, là, c'est comme ça, t'es tranquille, hein, tu te dis voilà, non, je fais attention. Bon. J'attends de voir ce que va dire ou ce que vont dire les prochains candidats à l'élection présidentielle. Bon. J'ai un peu peur parce que en 2022, il y avait un candidat qui se représente encore l'année prochaine, qui sur son site internet, hein, c'est toujours visible, avait une idée assez précise de la manière avec laquelle il voulait faire de nouvelles dépenses. Alors il voulait investir dans ce qu'il appelait la bifurcation écologique et les services publics. Donc il avait dit je vais dépenser 50 milliards d'euros en plus. Bon. Je vais recruter 1 million d'emplois dans les services publics pour répondre aux besoins des Français. Ça lui coûtait 75 milliards d'euros, il avait estimé. Et puis, il imaginait, alors j'ai pas bien compris ce que ça voulait dire, faire circuler la richesse vers les 90% des Français qui gagnent le moins. Alors, il imaginait basculer 125 milliards des plus riches vers les moins riches. Ça faisait 125 milliards d'euros par an. Alors il avait bien réfléchi et il avait dit je vais rendre l'impôt plus juste. Et pour ça je vais augmenter les impôts pour ceux qui peuvent en payer. Et il avait imaginé 163 milliards de nouveaux impôts. 163 milliards. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'impôt sur le revenu c'est à peu près 80 milliards. Lui, 160 milliards. Ah, ça c'est bien. Alors il avait dit voilà, il y a la fraude fiscale, c'est pas normal, je vais récupérer grâce à la lutte contre la fraude fiscale 52 milliards. Bon. Et puis comme en fait je vais relancer la consommation par les investissements publics, par des nouveaux emplois, ça va me rapporter 52 milliards. Bon.
Je ne suis pas sûr qu'avec tout ça, les 52 milliards soient possibles. Je pense que l'économie serait un peu à genoux. Mais bon, voilà, on manipule les milliards. Il n'y a pas un journaliste qui a osé poser la question de dire mais comment est-ce possible? Bon, je suis pas sûr que les journalistes aient lu le programme de Monsieur X. Il écoutait religieusement ce candidat brillant. Bon, alors pour 2027, moi je vous promets de nouvelles idées. Voilà, donc certains vont dire je vais augmenter le budget de la défense, d'autres je vais augmenter le budget de la transition énergétique, l'autre va renforcer les moyens de la justice et des policiers pour plus de sécurité, tous vont dire ne pas toucher aux retraites, améliorer le réseau SNCF, ça mange pas de pain, mettre plus de moyens dans l'éducation nationale. Bah oui, il y a moins d'élèves, beaucoup moins d'élèves, mais par contre il faut toujours un peu plus de moyens quand même. Bon. De toute façon les journalistes poseront rarement la question du comment. Bon, c'est sûr pour les retraites, si les gens s'arrêtent de travailler à 50 ans et qu'ils travaillent globalement entre 25 et 50 ans, ça va être compliqué. Ça va faire assez peu pour payer tout le monde. Mais ce n'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, ils ont tous une phrase clé, voilà, qui est un peu démagogique, c'est voilà, les plus riches doivent contribuer à l'effort de la nation. Bon, la question est, à partir de quand est-on riche? Alors, les gens sont toujours assez surpris, parce qu'ils croient toujours que ce sont les autres qui vont payer les impôts, et puis tout d'un coup ils s'aperçoivent, on leur dit « mais vous êtes riche ?» « Je suis riche ?»« Ouais, vous êtes vachement riche, hein. Vous êtes au-dessus de la médiane. »« Ah bah merde alors, mais je suis français moyen. »« Ah oui, mais vous êtes un français moyen, mais riche. Donc vous devez payer plus d'impôts. »« Ah mais j'ai pas voté pour que je paye plus d'impôts, j'ai voté pour que les autres payent plus d'impôts. »« Ah bah oui, mais vous êtes les autres aussi. Hein. » Voilà. Le mot le plus employé, c'est justice fiscale. Voilà, il faut plus de justice fiscale. Alors, qu'est-ce que la justice fiscale? Bon, je ne sais pas bien. Bon, déjà, on paie beaucoup quand même. Le taux de prélèvement obligatoire en France, en 2024, était de 45,3% du produit intérieur brut. Le record du monde. Les records du monde sont faits pour être battus. Regardez au marathon, ils étaient 2 à moins de 2 heures. Donc il n'y a pas de raison que nous, on ne sache pas en prélever un petit peu plus. Et puis il y a le gisement financier des retraités. Alors en plus les retraités vont bientôt mourir. Bon, le journal Les Échos là disait que les baby-boomers que nous sommes, nous les petits vieux là, vont transmettre, paraît-il, 9 000 milliards d'euros à leur mort. Et évidemment, ils vont se mettre à mourir à peu près au même moment. Et là, ça va faire une grosse manne. Alors évidemment, l'État aimerait bien en prendre un petit bout de nos sous. Mais bon, la fiscalité sur la succession est en France également la plus élevée. Nous sommes à peu près au même niveau que la Belgique et la Corée du Sud. Ces 3 pays ont le record du monde des taux sur les successions. Mais c'est sûrement pas assez, c'est facteur d'inégalité, vous comprenez, la succession. Alors donc, le record du monde de la succession en France pourra être battu, d'ailleurs les records du monde sont faits pour être battus. Bon. Bon, pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire un peu comme la pub de la BNP en 73, que les plus jeunes n'ont pas connu, c'est votre argent m'intéresse. Voilà, ça c'était la pub de la de BNP Paribas. Et là, ils disent petit vieux, votre argent m'intéresse. Voilà. Ah, pas facile.